Bonjour! Avant que l'histoire ne commence, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de liker la vidéo, s'il vous plaît. Je vous souhaite à tous une écoute paisible. Au moment où j'allais porter la bouchée à ma bouche, mon téléphone a vibré. J'ai jeté un coup d'œil à l'écran en essayant de ne pas le montrer. Ne mange pas. Fais-moi juste confiance. Le message venait de ma mère, Catherine, assise à 3 chaises de moi à table. Mon estomac s'est instantanément noué. Mon mari, Marc, a levé son verre avec un sourire forcé. Bon appétit. Je ne savais pas encore ce qui se passait, mais je comprenais que quelque chose allait très, très mal. C'était notre premier dîner avec sa famille après ma sortie de l'hôpital. 3 mois plus tôt, j'avais perdu mon bébé après une grossesse difficile. Entre les tests, le repos au lit et les procédures hospitalières, j'avais presque tout perdu. Mon poids, mon espoir, ma paix. Malgré cela, ma belle-mère, Dr Hélène Mercier, avait insisté pour ce dîner. « Il est temps de rassembler la famille et de reprendre notre vie », avait-elle dit. Mais avec ce message de ma mère et tous ses yeux braqués sur moi, je ne me sentais pas du tout la bienvenue. Mon nom est Sophie. J'ai 34 ans. Et voici mon histoire. Mais avant de continuer, s'il vous plaît, aimez et abonnez-vous. C'est la façon gratuite de soutenir mes efforts. À table, mon beau-père, Monsieur Mercier, ma belle-sœur, Clara, et l'ex-petite amie de mon mari, Caroline, étaient assis comme s'ils appartenaient à cet endroit. Mon cœur battait fort. J'ai réalisé que ce dîner était un stratagème pour m'humilier. L'ex-petite amie souriait excessivement, touchait constamment mon mari et faisait des commentaires subtils sur leur passé commun. J'ai voulu me lever et partir, mais j'étais comme figée. C'est à ce moment-là que ma mère a remué les lèvres pour dire « Il y a quelque chose dans ton assiette ». Je l'ai vu. Ma belle-mère, cette femme qui m'appelait faible derrière mon dos tout en m'étreignant en public. La femme qui m'avait blâmée pour la perte du bébé, disant que je n'étais pas assez forte. Elle n'avait jamais accepté que mon mari me choisisse. Et maintenant, elle avait mis quelque chose dans mon assiette. J'ai eu la nausée. J'ai fait semblant de manger avec un sourire forcé. J'ai attendu que tout le monde se serve et commence à manger. Je n'ai pas touché à mon assiette. À la place, j'ai commencé un enregistrement. J'ai placé mon téléphone entre les verres. La caméra était cachée, le son activé. J'avais besoin de preuves. Pendant que tout le monde était plongé dans la conversation et distrait, j'ai doucement poussé mon assiette. J'ai regardé ma mère. Elle savait. Je savais. Mais nous ne savions pas exactement quoi. J'ai dit que j'avais la nausée et j'ai couru à la salle de bain. J'ai enveloppé un petit morceau de nourriture dans une serviette et l'ai caché dans mon sac. Dans la voiture, ma mère n'a pas dit un mot. Elle a juste tenu ma main et j'ai pleuré en silence. Ce n'était pas seulement ce dîner, c'était tout. La perte de mon enfant, le mépris implicite de sa famille. Les trahisons silencieuses que je commençais seulement à réaliser. Cette nuit-là, pendant que mon mari dormait, j'ai fait quelque chose que je n'aurais normalement pas fait. Je suis allée à l'ordinateur. J'ai trouvé bien plus dans ces emails que ce à quoi je m'attendais. Les messages entre mon mari et son ex-petite amie étaient là. Des rendez-vous qui correspondaient aux dates de mes séjours à l'hôpital. Des commentaires sur le fait qu'il ne tiendrait plus longtemps. Une phrase m'est restée gravée dans l'esprit. Elle va bientôt craquer. Cette nuit-là, je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas dormi. J'ai juste ouvert un nouveau carnet et j'ai commencé à écrire. Nom par nom, action par action. Ce n'était plus un mariage, c'était un jeu, et j'étais sur le point de renverser l'échiquier. Le lendemain matin, j'ai passé un appel qui allait tout changer, mais ce que j'ai entendu à l'autre bout m'a fait trembler. C'était pire que ce que j'avais imaginé. La voix du détective privé était calme mais ferme. « Je connaissais déjà votre nom. Ce n'est pas la première plainte concernant la famille de votre mari, » a-t-il dit. « Madame Sophie, vous êtes en danger. Ne mangez rien qui vienne de cette maison. » Mon sang s'est glacé. J'ai demandé ce qu'il savait, mais il a hésité. « Vous devez collecter des preuves, et vite, parce qu'ils l'ont déjà fait auparavant. Ce n'était plus un dîner de famille tendu. C'était une menace réelle contre ma vie. » J'ai raccroché et je me suis regardée dans le miroir. Yeux cernés, teint pâle, âme épuisée. C'était ce qu'il voulait, me faire lentement sombrer, m'isoler, me briser. Ma belle-mère utilisait des mots cinglants sous couvert de conseils. Mon mari était de plus en plus absent.
Son ex-petite amie agissait comme si la maison lui appartenait. Et moi, après tout ce que j'avais traversé, j'étais traitée comme un objet à jeter. La haine s'est formée, doucement, profondément et froidement. J'ai commencé à me déplacer comme aux échecs. J'ai imprimé les messages entre mon mari et son ex-petite amie. J'ai photocopié les relevés bancaires, montrant des paiements suspects à son intention. Des choses que je venais de découvrir. J'ai enregistré les commentaires cruels de ma belle-mère et j'ai commencé à placer des caméras cachées à divers endroits de la maison. Personne ne se doutait de rien, car personne ne croyait qu'il me restait de la force. Le lendemain, ma belle-mère est arrivée à l'improviste avec des biscuits et des fleurs. « Pour égayer ta journée, ma chérie. » Sa voix était douce, mais ses yeux étaient froids, comme de la glace. Elle est entrée, a regardé autour d'elle et a demandé « Ça va mieux, vraiment ?» J'ai rendu son faux sourire. Elle a proposé de préparer du thé. J'ai accepté. Pendant qu'elle touillait sa tasse dans la cuisine, ma caméra enregistrait tout, y compris le moment où elle a calmement déposé quelque chose au fond de la tasse, comme quelqu'un qui l'a déjà fait. J'ai envoyé la vidéo au même détective. 20 minutes plus tard, il a répondu « C'est suffisant pour ouvrir une enquête officielle. » Pour la première fois, j'ai senti que j'avais le contrôle. Non pas sur ma douleur, mais sur leur destin. Et cela me nourrissait. Ce soir-là, j'ai préparé le dîner moi-même, j'ai invité tout le monde, sa mère, mon mari, son ex-petite amie. J'ai dit que je voulais faire amende honorable et aller de l'avant. Ils ont souri, avalant le mensonge aussi facilement qu'ils s'attendaient à ce que j'avale le leur. Mais je savais exactement ce que je faisais. Chaque détail de la soirée a été documenté. Chaque mot, chaque mouvement a été enregistré pour plus tard, pour être utilisé au bon moment. J'ai souri, versé du vin, j'ai fait des blagues, agissant comme si j'étais détendue et distraite. Ils ont ri, pensant toujours que j'étais fragile. « Tu as toujours été très sensible, Sophie, » a dit ma belle-mère en riant fort. J'ai hoché la tête et j'ai levé mon verre. À la vérité et à la justice. Ils ont ri. J'ai ri aussi. Mais la vengeance avait déjà commencé son mouvement en moi, et aucun d'eux n'avait la moindre idée de ce qui arrivait. Pendant des semaines, je m'étais sentie faible, étourdie, nauséeuse et oublieuse. Mais tout le monde disait que c'était émotionnel, une partie du processus de deuil. J'avais même commencé à le croire. Le détective a fait analyser le thé et les biscuits, et la nouvelle qu'il m'a donnée m'a coupé le souffle. Une semaine plus tard, le détective a appelé. Sa voix était plus tendue qu'avant. « Madame Sophie, la substance dans les biscuits et le thé est effectivement toxique, à faible dose, mais une exposition constante peut provoquer des vertiges, de la fatigue et de la confusion. » Mon cœur s'est arrêté. Il a continué. « Vous ne pouvez plus rester dans cette maison. J'envoie les documents au parquet. En attendant, trouvez une excuse et partez immédiatement. » Ce n'était plus de la vengeance. C'était de la survie. J'ai immédiatement fait un plan. J'ai dit à mon mari que ma mère, Catherine, s'était cassé les 2 bras dans une mauvaise chute et que je devais m'occuper d'elle indéfiniment. J'ai fait mes valises, pris mon ordinateur portable, mes disques durs, tout ce que je pouvais utiliser pour continuer à surveiller la maison. Il n'a même pas posé de questions. Il a juste dit « Reste aussi longtemps que tu veux. Peut-être que ça te fera du bien. » Froid, distant. J'ai juste souri. La nuit suivante, depuis une chambre louée, j'ai accédé pour la première fois aux caméras de ma propre maison. J'ai tout vu. Sa mère arrivait le lendemain, fouillant la chambre. L'ex-petite amie se prélassait sur le canapé comme si la maison lui appartenait. Les 2 riaient et buvaient mon vin dans la cave. J'ai regardé mon mari jouer du piano comme si la maison n'était pas la nôtre, mais la sienne. La douleur était profonde, mais elle me nourrissait aussi. De cette cachette, d'où j'avais été exilée de ma propre vie, j'ai commencé à tout écrire en détail. Chaque mouvement qu'il faisait était la pièce suivante sur mon échiquier de vengeance. J'ai déposé une plainte anonyme auprès des ressources humaines de l'entreprise de mon mari, joignant les preuves de paiement suspect à son ex-petite amie. Quelques jours plus tard, j'ai appris qu'il avait été mis en congé administratif. Il pensait que c'était de la malchance ou des collègues jaloux, mais je savais que son effondrement avait été initié par moi. Calme, calculé, sans empreinte digitale, sa mère a également commencé à sentir la pression. Le Conseil de l'Ordre des médecins a accepté la plainte. Elle devrait comparaître devant une audience officielle.
Des collègues de l'hôpital ont commencé à la fuir. Son image de matriarche parfaite s'effondrait un peu plus chaque jour, et elle ne savait pas d'où venaient les coups. Pendant ce temps, l'ex-petite amie recevait également des assignations à comparaître pour des fonds d'origine suspecte. Les murs se fermaient un par un et je n'avais même pas eu besoin d'élever la voix. Une semaine plus tard, j'ai rencontré ma belle-sœur, Clara, la seule personne dans cette famille qui semblait avoir une conscience. Elle ne s'était jamais bien entendue avec sa mère. Elle déménageait et voulait me donner ce qu'elle appelait la dernière pièce du puzzle, une clé USB contenant des enregistrements audio qu'elle avait secrètement fait lors d'un dîner de famille quelques semaines auparavant. Et il y était la voix de mon mari. C'est plus utile vivante que morte, mais si elle continue de nous gêner... La phrase est restée en suspens. Sa mère a marmonné quelque chose. L'ex-petite amie a ri. C'était la goutte d'eau. J'ai envoyé l'enregistrement au détective qui a immédiatement demandé un entretien avec le procureur de la République. Il m'a conseillé de rester à distance et de garder un silence absolu. Nous allons faire tomber cela avec des preuves, mais seulement lorsque le moment sera venu, a-t-il dit. Le lendemain, j'ai créé un faux profil et j'ai publié une note anonyme sur un groupe de voisinage local sur Facebook. Pas de nom, mais des détails que seule une personne de la maison pouvait connaître. Le titre était « Elle leur a fait confiance ». Ils ont ri. Et en dessous, « Vous devez écouter pour y croire ». En moins d'une heure, le message est devenu viral. Et cette même nuit, j'ai reçu un message anonyme. Mes genoux se sont dérobés quand je l'ai lu. J'ai reçu un email étrange cet après-midi-là. Expéditeur inconnu, pas d'objet. J'allais presque le supprimer, mais la première ligne m'a accroché. Vous ne me connaissez pas, mais j'étais dans le café derrière votre belle-mère, votre mari et une femme blonde. Je pense que vous devez savoir ce que j'ai entendu. Mon corps entier s'est figé. J'ai continué à lire. L'auteur décrivait toute la conversation entre les trois, comme si personne n'écoutait, mais quelqu'un avait écouté et avait choisi de me prévenir. L'email disait que la conversation portait sur moi, sur mon comportement récent et sur un document qu'elle doit signer bientôt, avant qu'elle ne se doute de quoi que ce soit. La blonde, évidemment l'ex-petite amie, a demandé ce qu'il ferait si je refusais. Et ma belle-mère a répondu « Nous y travaillons déjà ». Son état émotionnel ne tient qu'à un fil. Le témoin a dit qu'il était parti, incapable de rester calme, et que si j'étais en danger, il aurait voulu que quelqu'un parle. Le café mentionné était proche du lieu de travail de mon mari. J'ai vérifié l'adresse, trouvé une caméra de sécurité en direct sur Google Maps et comparé l'horodatage avec mes relevés de carte bancaire. Tout correspondait. C'était réel. Il n'y avait pas de signature en bas, juste une phrase. Si c'était moi, j'aurais voulu que quelqu'un parle. Cela faisait mal, mais cela m'a aussi donné du feu. Avec cette nouvelle pièce, j'ai tout envoyé à mon avocat, Maître Muller. Il a pris une profonde inspiration en lisant et a dit « Vous savez, nous avons déjà assez de preuves pour une plainte formelle, mais cette histoire saigne encore. Si vous voulez qu'elle saigne lentement, c'est le moment. » J'ai accepté. Ma vengeance devait rester contrôlée. Mais il était temps de respirer. Et ainsi est né mon prochain coup. Transformer mon histoire en murmure qui résonne dans la ville. J'ai créé un fichier crypté avec des clips audio édités, des transcriptions et des captures d'écran de messages. Je l'ai publié sans signature sur 3 groupes Facebook locaux, avec le titre « Elle leur a fait confiance. Ils ont ri ». La suite disait « Vous devez écouter pour y croire ». En moins de 2 heures, le message est devenu viral et en regardant de loin, je pouvais voir la peur grandir dans leurs yeux, car ils savaient maintenant que quelqu'un les exposait, mais pas qui. Cette nuit-là, il m'a appelé. Sa voix était terne, mais tendue. « Sophie, tu sais ce qui se passe? » J'ai dit que je ne savais pas. Je m'occupais de ma mère, comme il l'avait suggéré. « Quelqu'un me tend un piège? » « Ils sont en train de me ruiner. Tu me le dirais si tu savais quelque chose, n'est-ce pas? » J'ai juste dit. Peut-être que l'univers met simplement chacun là où il doit être. Et j'ai raccroché. La fissure dans sa voix était le premier son de défaite que j'ai jamais entendu. Le lendemain, mon avocat m'a appelé avec une nouvelle encore plus troublante. Un ancien dossier médical vous concernant est arrivé. Il vient d'un expéditeur anonyme et il est étrange. Il m'a transmis le document.
Il était à mon nom, daté de 7 ans en arrière, avant même que je ne rencontre mon mari. Je n'ai pas reconnu l'hôpital, mais la signature en bas m'a arrêtée. Elle était là, en noir sur blanc. Docteur Hélène Mercier, le nom de jeune fille de ma belle-mère. Il était estampillé d'un bref séjour psychiatrique. Observation comportementale recommandée. Rien n'avait de sens. Comment aurait-elle pu traiter quelqu'un qui n'était pas encore dans sa vie? Où l'était-il et je ne m'en souvenais tout simplement pas? Pour la première fois, j'ai réalisé que ma vengeance n'avait pas encore commencé. Je ne savais pas à quel point le trou était profond. Figé, je fixai la signature. Docteur Hélène Mercier, le nom de jeune fille de ma belle-mère. Date. 7 août d'il y a 7 ans. Diagnostic. Instabilité émotionnelle, trouble d'adaptation possible. Mais je n'étais jamais allée dans cet hôpital. Je m'en serais souvenue. Pourtant, mon nom, ma date de naissance, même mon numéro de sécurité sociale y figuraient. C'était officiel. Et pourtant, je n'y étais jamais allée, du moins pas de mon plein gré. J'ai contacté l'hôpital sous un faux nom. J'ai dit que j'étais une parente et que j'avais besoin de plus de détails sur cette ancienne admission. La réceptionniste a hésité, mais a confirmé que le document existait dans le système. Le traitement avait été court et gardé secret à la demande de la famille. Mon sang s'est glacé. Quelle famille? Qui aurait pu autoriser cela avant que je ne connaisse l'homme qui allait devenir mon mari? Ou le connaissais-je et ne m'en souvenais-je pas? J'ai appelé ma mère le jour même. J'ai mentionné le dossier. À l'autre bout, un long et lourd silence. Puis, elle a soupiré. « Sophie, il y a quelque chose que tu ignores. Et peut-être n'aurions-nous jamais dû le savoir, mais je crois que le moment est venu. » J'étais étourdie. Elle a dit que j'avais été brièvement hospitalisée il y a des années, lors de ma pire phase émotionnelle après un accident de la route, et qu'une des médecins du personnel était une connaissance de la famille. Elle ne m'avait jamais dit son nom. Ma mère a pleuré, disant qu'elle avait fait confiance à la docteure, qu'elle pensait que c'était juste une précaution. Mais après, tout avait disparu. Pas de facture, pas de rapport, rien. Tout était si étrange, mais tu avais l'air tellement mieux après. J'ai pensé qu'il était préférable de passer à autre chose. À l'époque, je pleurais quelque chose de traumatisant et oui, j'avais eu quelques mois de perte de mémoire. Mais était-ce vraiment cela? Ou quelqu'un avait-il effacé des parties de mon histoire? Je suis retournée au dossier et j'ai vérifié la petite écriture. Il y avait une note de marge avec une abréviation. IAC. Évaluation d'aptitude à la parentalité. Mon cœur a tambouriné. Ce dossier ne concernait pas seulement ma santé. C'était un rapport psychiatrique sur mon aptitude à la garde d'enfants, mais il y a 7 ans, je ne pensais même pas à être mère. Cela a-t-il été ajouté après coup? Ou quelqu'un prévoyait-il d'intervenir depuis le début? Ce n'était plus seulement un drame familial. C'était une manipulation institutionnalisée. J'ai envoyé les documents à mon avocat. Il était abasourdi. Il a dit que c'était grave. Si votre belle-mère a utilisé son accès professionnel pour créer ou manipuler des rapports psychiatriques afin de vous discréditer, cela constitue un crime fédéral. Note, en France, un délit grave passible de poursuite par le parquet. L'affaire grandissait, s'alourdissait. J'ai commencé à réaliser que ma vengeance n'était pas seulement contre une famille pourrie, mais contre une femme qui avait utilisé le système pour m'effacer, silencieusement, pendant des années. Le parquet a été informé. Le détective a commencé à travailler secrètement avec une nouvelle équipe juridique, mais je ne pouvais plus attendre. J'ai rédigé une nouvelle plainte, toujours anonyme, mais axée désormais sur l'abus criminel des dossiers médicaux. J'ai créé un nouveau fichier numérique avec tout, le dossier d'Hélène, les documents manipulés. Et pour la première fois, j'ai nommé les noms, les initiales, les dates, les lieux. Je savais que la presse allait s'en emparer. 3 jours plus tard, un journaliste d'investigation m'a envoyé un message. Court, direct. « J'ai besoin de vous parler. Je connais cette docteure et ce n'est pas la première chose qu'elle ait faite. » Mon corps entier a frissonné. Et quand j'ai pris le téléphone, ce qu'il m'a dit a remis en question tout ce que je croyais savoir de mon passé. Sa voix était régulière mais lourde. Il a dit qu'il enquêtait sur Hélène Mercier depuis des années. Elle travaillait comme infirmière, mais avait des liens avec des psychiatres et des cliniques privées. Elle était toujours impliquée dans des cas délicats de femmes émotionnellement vulnérables. Mon nom est apparu dans une plainte croisée avec les dossiers d'une autre victime.
Vous n'êtes pas la première, Sophie, et vous n'auriez peut-être pas été la dernière. Je ne pouvais plus respirer. Selon le journaliste, l'autre femme avait été internée de force lors d'un divorce. Et devinez qui avait servi d'intermédiaire pour tout le processus avec l'hôpital? Hélène. Le journaliste a poursuivi. Elle semble suivre un schéma. Affaires de garde d'enfants, guerre de succession, litiges patrimoniaux. Elle prend toujours le parti de celui qui veut effacer la femme. Ce n'était plus un simple drame familial. C'était une forme de criminalité, et j'avais été choisie avec soin depuis le début. Il m'a demandé si j'autoriserais l'utilisation de mes documents pour une divulgation complète. Il a dit que l'histoire était déjà en cours, mais qu'il fallait une victime actuelle avec des preuves solides. J'ai réfléchi un instant et j'ai accepté, non seulement par vengeance, mais parce que je savais que si je restais silencieuse, elle ferait à quelqu'un d'autre ce qu'elle m'avait fait. J'ai tout envoyé. En 24 heures, le journaliste avait déjà recoupé mon histoire avec 2 autres femmes. 3 vies différentes, un nom, Hélène Mercier. Pendant ce temps, le chaos se propageait de leur côté. L'entreprise de mon mari l'a officiellement suspendue. L'ex-petite amie a été appelée à témoigner pour obtention de fonds illégaux. Et ma belle-mère avait disparu. De la maison, de l'hôpital, des cercles sociaux. Personne ne savait où elle était, mais je savais. Elle se cachait, attendant l'explosion de la bombe, et elle ignorait l'ampleur de l'explosion que j'avais planifiée. J'ai été appelée pour une déclaration officielle au parquet. J'ai apporté les documents originaux, les rapports médicaux, les captures d'écran, les fichiers audio. La pièce s'est tue pendant que je racontais mon récit. Lorsque j'ai prononcé le nom d'Hélène Mercier, l'un des procureurs a dit « Cette femme est apparue dans d'autres affaires, toujours par l'intermédiaire de tiers, jamais directement. » Cela allait changer. Maintenant, elle devrait répondre avec son nom, son visage et son passé complet. En quittant le palais de justice, j'ai trouvé une enveloppe glissée sur ma voiture. Papier épais, pas de nom. À l'intérieur, une ancienne coupure de journal, une photo d'Hélène souriant à côté d'un médecin. Au dos, écrit à la main, « Elle a détruit des familles entières, mais tu pourrais être sa dernière. » Cela a tout confirmé. Quelqu'un d'autre m'aidait. Quelqu'un de l'intérieur, et à chaque pas que je faisais, ma vengeance devenait plus collective, plus puissante, plus inéluctable. 3 jours plus tard, l'article est sorti. Le titre. Une infirmière liée à des cliniques psychiatriques soupçonnée de manipulation de diagnostics pour influencer les successions et les affaires juridiques. Mon nom n'était pas mentionné, mais quiconque connaissait la famille l'a reconnu instantanément. Le téléphone de mon mari n'arrêtait pas de sonner. L'ex-petite amie a supprimé tous ses réseaux sociaux et ma belle-mère n'a répondu à aucun journaliste. Mais quelqu'un a répondu à sa place, et c'était que le plus effrayant. À minuit le même jour, j'ai reçu un appel d'un numéro masqué. La voix à l'autre bout n'était pas celle de ma belle-mère. C'était une voix masculine, et il a dit une seule chose. « Tu t'es attaqué à des gens plus grands que tu ne peux l'imaginer. Fais attention à ce qui va se passer maintenant. » Puis, le silence. Pour la première fois, j'ai ressenti une peur réelle, mais je savais aussi que j'étais trop loin pour reculer. L'appel m'a mise en alerte. Je savais que Hélène était dangereuse, mais je n'aurais jamais pensé que quelqu'un irait aussi loin pour me menacer parce que je me défendais. J'ai renforcé ma sécurité numérique, activé la double authentification pour tout, nettoyé ma trace en ligne. J'en ai parlé à mon avocat, qui a immédiatement contacté le détective. Il m'a convoqué à une réunion et m'a dit « Vous avez affaire à des personnes ayant des relations, mais vous êtes plus protégé que vous ne le pensez. » C'était un étrange équilibre, peur et pouvoir à part égale. J'ai revu les documents que j'avais rassemblés. Un détail a attiré mon attention, une adresse postale qui apparaissait dans les dossiers de 2 victimes différentes. Elle appartenait à une fondation médicale apparemment inactive. J'ai cherché le nom sur Google et n'ai trouvé qu'un ancien site web obsolète. Mais sur la page de contact, j'ai reconnu l'un des administrateurs. Le même médecin que sur la vieille photo avec Hélène. Les pièces commençaient à s'assembler. J'ai envoyé cette nouvelle information au journaliste. Il était stupéfait. Il a dit que si cela était vérifié, l'histoire deviendrait nationale. La Fondation avait reçu des millions d'euros en dons au fil des ans. Si la fraude médicale était liée à un gain financier, ce serait un scandale. Et Hélène était le lien silencieux. La femme dans les coulisses, utilisant sa position pour manipuler les dossiers,
détruire les réputations et protéger les héritiers du bon côté du conflit. Pendant ce temps, mon mari s'effondrait. Il m'appelait tous les jours, laissant des messages vocaux de plus en plus paniqués. « Sophie, tu as gagné. D'accord, arrête maintenant. Ma vie est finie. » Sa voix était celle d'un homme acculé, mais je savais que ce n'était pas de la culpabilité. C'était de la peur, peur d'être exposé, peur de perdre ses privilèges. Il ne pensait pas à moi. Il ne l'a jamais fait. Il ne s'agissait que de lui. Mais maintenant, il n'avait nulle part où se cacher. Ma belle-mère était toujours portée disparue. Mais l'enquête progressait. L'Ordre des infirmiers lui a suspendu sa licence de manière permanente. L'hôpital a ouvert une enquête interne. La fondation a été signalée pour audit. Le reporter a publié un deuxième article incluant de nouvelles victimes. Des femmes comme moi, diagnostiquées de force, discréditées et expulsées de leur propre foyer. Ce n'était pas un drame familial, c'était un schéma récurrent. Et maintenant, enfin, il voyait le jour. Malgré tout cela, une chose me dérangeait toujours. La signature sur mon dossier n'était pas numérique. C'était de l'écriture manuscrite. Et l'écriture manuscrite correspondait à un autre document que je gardais dans mon coffre. Le contrat de mariage que j'avais signé avec mon mari avant le mariage. J'ai comparé les deux. Ce n'était pas une coïncidence. La même courbe dans le P, la même inclinaison dans le H. Cela me rongeait. J'avais signé un document élaboré par elle. Je suis retournée à mon disque dur et j'ai ouvert le dossier de nos papiers de mariage originaux. Et là, il y avait un brouillon antérieur qui ne contenait pas la clause de séparation de biens. Cette version n'a jamais été déposée. La version signée était celle qui me laissait sans rien. Je suis restée assise en silence pendant des minutes, sentant le nœud dans ma gorge. J'avais été manipulée depuis le début. Par lui, par elle, par tout le monde. Mon drame familial avait été mis en scène comme un piège. Mais maintenant, c'était à mon tour d'écrire l'acte final. Cette nuit-là, j'ai reçu un nouvel email. Pas de message, juste une pièce jointe. Lorsque je l'ai ouverte, c'était une photo de mon immeuble, prise au coucher du soleil. Dans le coin inférieur, écrit en rouge, une seule ligne. « Es-tu seule maintenant? » J'ai regardé cette photo pendant longtemps. Elle avait été prise récemment, depuis une voiture ou une moto, peut-être même par quelqu'un qui marchait. L'expression « Es-tu seule maintenant? » ressemblait moins à une menace directe qu'à une moquerie. Mais tout de même, ce clic d'appareil photo m'a désigné comme une cible. Et c'est précisément pourquoi j'ai décidé d'agir avant eux. Ma vengeance n'allait pas être déraillée par un jeu psychologique bon marché. J'avais une autre carte à jouer. J'ai appelé mon avocat et lui ai demandé d'entamer la procédure d'annulation du contrat de mariage. Je lui ai envoyé les différentes versions du document, les rapports psychiatriques, les analyses d'écriture manuscrite. Il a répondu « Cela aussi pourrait se transformer en une affaire criminelle, faux et usage de faux, fraude contractuelle, abus émotionnel. Il va en sortir différemment de la façon dont il y est entré. » Et c'est exactement ce que je voulais, pas seulement les exposer, je voulais les laisser sans rien. Parallèlement, j'ai contacté un expert en écriture manuscrite judiciaire. Il a examiné les documents et a confirmé. La même écriture, la même personne. La signature de votre belle-mère semble déguisée en témoin, mais elle est intervenue dans plusieurs sections. Avec cela, nous avions la base légale pour invalider le contrat. Mon avocat a souri au téléphone. Vous ne faites pas que protéger vos droits, vous devenez le nom de l'affaire. Et cette fois, le drame familial porterait mon nom dans les dossiers. La même nuit, j'ai fait quelque chose que j'avais planifié en silence. J'ai téléchargé toutes mes preuves sur un cloud sécurisé, puis je l'ai partagé avec 2 journalistes indépendants de différentes régions. Pas de visage, pas de voix, seulement des documents. J'ai ajouté 3 noms, Hélène Mercier, Marc Mercier et son ex-partenaire. Les fichiers étaient étiquetés avec la date, l'emplacement et l'enregistrement. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. La vérité était révélée, et je serais en sécurité même s'ils essayaient de me réduire au silence. De leur côté, les signes de panique étaient clairs. L'ex-petite amie a supprimé tous ses réseaux sociaux. Le téléphone de ma belle-mère a été déconnecté, et mon mari a essayé de joindre ma mère. Il a dit qu'il était inquiet pour ma santé mentale. Ma mère a répondu avec une phrase qui m'a fait pleurer. « Sophie n'est pas folle.
elle n'est juste plus silencieuse. Pour la première fois, j'ai senti ma mère vraiment à mes côtés. Et cela m'a donné une force nouvelle. Le détective m'a donné une mise à jour. Hélène avait été retrouvée dans une autre ville, logeant chez un cousin éloigné. Elle essayait d'inventer une histoire selon laquelle elle était victime de diffamation, mais le reporter qui suivait l'affaire était déjà en route. Le parquet de cette ville avait été alerté et les victimes commençaient à parler publiquement. C'était le début d'une chute lente, douloureuse et bien plus dévastatrice qu'un simple scandale. Mais la menace était toujours présente. J'ai reçu un autre message. Cette fois par la poste, une enveloppe contenant une seule feuille de papier. Un seul vêtement dessus. Si tu continues, tu perdras tout. Et en bas de page, un nom qui m'a fait frissonner. Le nom d'un avocat notoire, connu pour défendre des individus sales, corrompus et violents. Cela signifiait qu'Hélène avait encore des alliés et que la guerre était loin d'être terminée. Mais j'avais quelque chose qu'elle n'avait plus, des gens du bon côté. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec une notification téléphonique. L'un des dossiers dans le cloud avait été téléchargé plus de 20 000 fois en moins de 6 heures. La vérité se répandait, mais avec elle est venu un autre avertissement. Quelqu'un avait tenté de pirater mon compte bancaire. Ce n'était pas une coïncidence. Ils essayaient de riposter, mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que le coup suivant était déjà en route et ne venait pas de moi. La tentative de piratage bancaire a rendu une chose évidente. Ils étaient désespérés et dangereux, mais ce qui a suivi était encore plus inattendu. J'ai reçu un email crypté d'un expéditeur non identifié. À l'intérieur, une seule pièce jointe PDF et une seule ligne. Elle a ruiné ma carrière, mais pas ma mémoire. J'ai ouvert le dossier et j'ai senti son poids avant même d'avoir terminé la première page. C'était un rapport complet, signé par un ancien collègue psychiatre de l'hôpital où Hélène travaillait. L'auteur était un psychiatre qui avait été accusé à tort de conduite contraire à l'éthique et licencié des années auparavant. Le rapport décrivait comment Hélène avait falsifié des évaluations, modifié des prescriptions et suggéré des diagnostics au profit des proches de patients influents. Il avait essayé de la dénoncer à l'époque et avait été réduit au silence, licencié, effacé. Maintenant, avec l'attention portée à mon cas, il avait décidé de parler. Je ne connaissais pas son nom, mais je savais que cet homme était devenu la pièce la plus précieuse sur mon échiquier de vengeance. J'ai envoyé le rapport à mon avocat et aux journalistes. Tous deux ont confirmé qu'il était original. Le contenu était explosif. Il comprenait des dossiers de patients modifiés, des instructions écrites signées par Hélène, et même un échange d'emails où elle suggérait que le patient soit temporairement sédaté pour faciliter la signature du consentement. La patiente, dans ce cas, était une autre femme, mais le schéma était le même. Ce n'était plus un drame familial, c'était un crime en série. Le reporter a publié le 3e article, cette fois avec le nom complet d'Hélène Mercier et son passé complet. L'impact a été immédiat. L'article s'est propagé aux grandes agences de presse. L'Ordre national des médecins a publié une déclaration. L'hôpital où elle travaillait s'est dit choqué et honteux. Les comptes de la Fondation ont été gelés en vue d'un audit. Et moi, je suis restée silencieuse, car ma présence était plus forte lorsqu'elle était invisible. De l'autre côté, mon mari s'est finalement effondré. Il m'a appelée en pleurant, a plaidé pour le pardon, a dit qu'il n'avait aucune idée de l'ampleur des manipulations de sa mère, qu'il s'était seulement engagé avec l'ex-petite amie parce qu'il était faible et pris entre les deux. J'ai écouté en silence. Et à la fin, j'ai juste dit « Tu n'étais pas pris, tu étais confortable ». Et j'ai raccroché, car la douleur qu'il avait causée ne pouvait pas être effacée par la culpabilité. La justice que je voulais viendrait d'ailleurs. Avec tout ce que nous avions recueilli, mon avocat a intenté une action collective, l'annulation du contrat, des dommages et intérêts pour détresse émotionnelle et la demande de gel de leurs avoirs, à la fois les siens et ceux de sa mère. Le juge a immédiatement accédé à la demande. Dans les 72 heures, leurs comptes ont été gelés. La maison de vacances qu'ils aimaient tant montrer a été mise en vente dans la panique, mais il était trop tard. Le casier judiciaire d'Hélène avait été officiellement ouvert et leur chute était devenue publique. Pourtant, la guerre n'était pas finie. J'ai reçu une mise en demeure signée par l'avocat d'Hélène, m'accusant de diffamation. Ma réponse a été le silence. J'ai joint le rapport médical, les fichiers audio, les captures d'écran et j'ai tout soumis au parquet. Le détective m'a appelé le jour même. Ils ont essayé de retourner le jeu.
Nous passons à la vitesse supérieure maintenant. Et à ce moment-là, je savais que la dernière pièce de la forteresse était sur le point de tomber. À la fin de la journée, le reporter a appelé. Il semblait tendu. Il a dit que lors d'une interview avec quelqu'un du passé d'Hélène, il avait découvert quelque chose qui changeait tout. Quelque chose qui impliquait non seulement la manipulation, mais aussi la mort. Et que mon histoire n'était peut-être pas seulement une vengeance personnelle, mais l'achèvement de quelque chose qui n'aurait jamais dû commencer. Le reporter parlait à voix basse, comme si quelqu'un écoutait. La femme que j'ai interviewée était la nièce d'un patient décédé en 2016. Le cas a été enregistré comme un arrêt cardiaque. La victime avait été admise dans une clinique où Hélène travaillait en tant que consultante externe. Selon la nièce, sa tante venait de commencer un divorce litigieux avec un héritage important en jeu. Le médecin qui a signé la prescription finale était Hélène Mercier elle-même. Le reporter a dit que les documents étaient minces, mais que l'histoire sonnait familière. Rapports faits vagues, diagnostics généraux, même écriture, même schéma. Pour la première fois, le terme euthanasie forcée a été évoqué. Il n'y avait pas de preuves concrètes, mais les schémas étaient trop forts pour être ignorés. Et maintenant, avec l'exposition publique, plus de gens commençaient à se manifester. C'était une structure de peur soigneusement gardée pendant des décennies, mais je l'émiettais avec des preuves. De la stratégie et de la patience. Le parquet a accéléré l'enquête. Ils ont commencé à recouper les anciens patients d'Hélène avec les dossiers de litiges familiaux. Les recoupements étaient frappants. Cette femme manipulait le système au profit des autres depuis des années. Elle était le mal invisible derrière d'innombrables tragédies familiales. Et j'étais l'une des dernières tentatives pour répéter le cycle. Mais elle a échoué avec moi, car j'ai riposté. Le lendemain matin, le détective a appelé « Vous allez devoir témoigner lors d'une audience publique. Le parquet veut que vous soyez le visage de cette affaire. » Mon estomac s'est retourné. Pendant des mois, j'avais essayé de rester invisible. Toute ma vengeance avait été menée en silence. Mais maintenant, ma présence pouvait protéger d'autres femmes. Et pour la première fois, j'ai senti qu'il était juste d'être vue. Non pas comme une victime, mais comme une survivante de ce qui était destiné à me détruire. J'ai parlé avec assurance lors de l'audience. J'ai raconté chaque détail, apporté les documents, montré les différences entre les versions du contrat, parlé de la manipulation émotionnelle, des rapports falsifiés, du poison sous le masque du thé. En partant, j'ai entendu un faible applaudissement de la foule. Certaines femmes pleuraient, l'une m'a tenu le bras et a dit « Et elle m'a presque fait la même chose ». Cela m'a brisée, car ma douleur était maintenant devenue un bouclier pour les autres. 2 semaines plus tard, Hélène a été officiellement inculpée. Le parquet l'a qualifiée de l'un des plans de manipulation médicale et financière les plus complexes de ces dernières années. Mon ex-mari a perdu toutes les positions auxquelles il tenait. L'ex-petite amie a été accusée de complicité et la fondation a été dissoute par décision de justice. Chaque pièce, comme je l'avais promis, est tombée, mais sans que je ne dise un mot trop tôt. Ma vengeance n'a jamais été bruyante. Elle a été précise, je suis rentrée seule chez moi. La maison qui était mienne depuis le début, celle qu'ils avaient essayé de me prendre. J'ai tout redécoré, effacé toutes leurs traces, accroché un nouveau cadre au mur. C'était une copie de la plainte avec mon nom en haut. C'était plus que de la justice. C'était une preuve que j'avais survécu et qu'ils ne remettraient plus jamais en question ma santé mentale. Mon drame familial a été sanglant, silencieux et long. Mais il s'est terminé exactement là où je le voulais. Tout était sous moi. La semaine suivante, j'ai reçu une lettre sans expéditeur. Écriture délicate, papier blanc, une seule ligne. Je voulais juste que ma voix soit entendue. Elle l'a été. C'était de ma belle-sœur, la seule qui avait eu le courage de s'éloigner avant que tout n'explose. J'ai gardé la lettre dans le tiroir de ma table de chevet et je n'ai plus jamais regardé en arrière. Parce que lorsque vous battez des monstres qui utilisent l'amour comme une arme, la seule vraie vengeance est de ne plus jamais retourner dans la cage. Dans les jours qui ont suivi la condamnation, le silence était différent. Ce n'était plus de la peur, c'était un nouveau départ. Les murs de ma maison semblaient respirer avec moi. J'ai ouvert les fenêtres, peint les portes, changé les draps, petite touche, mais symbolique. Pour la première fois depuis des années, je pouvais marcher dans ma maison sans me souvenir de chaque poison déguisé en routine.
La vengeance avait nettoyé le terrain, mais la reconstruction était une toute nouvelle bataille. Réapprendre à vivre a été plus difficile que de planifier leur chute, car la vengeance m'avait donné un objectif. Elle m'avait donné un but. Maintenant, j'avais la liberté, mais aussi un miroir qui me regardait constamment. Sophie, la survivante, n'était pas la femme qui était entrée dans ce mariage. J'étais quelqu'un d'autre maintenant, plus dure, plus vive, moins romantique, mais plus moi-même. J'ai commencé une thérapie. Lentement, j'ai réalisé que la justice guérissait les blessures, mais n'effaçait pas les cicatrices. Ma mère s'est rapprochée à nouveau. Nos conversations, autrefois tendues, étaient maintenant douces. Elle s'est excusée pour le passé, pour son silence, pour avoir fait confiance aux mauvaises personnes. Elle a dit qu'elle était fière de moi de ne pas avoir perdu la tête dans tout ça. Je lui ai dit que je l'avais perdue juste brièvement et que c'était cela qui m'avait sauvée. Elle a pleuré. J'ai pleuré aussi. Parfois, le plus grand drame familial est le silence entre une mère et sa fille. Nous l'avons brisé ensemble. Le reporter a repris contact. L'article était nominé pour un prix national, mais il voulait me remercier pour autre chose. Pour avoir montré que toutes les vengeances ne sont pas bruyantes, que certaines sont faites de dossiers, de patience et de courage. Il a dit que davantage de femmes s'étaient manifestées après mon audience, que certaines affaires étaient rouvertes et que le nom d'Hélène Mercier, autrefois craint, provoquait maintenant des nausées au sein des institutions et que c'était bien plus que ce que j'avais imaginé. J'ai commencé à tout écrire, non pas pour publier, mais juste pour moi, pour ne pas oublier, pour ne plus jamais accepter si peu de qui que ce soit. J'ai divisé mon histoire en chapitres personnels. J'ai écrit sur le jour où j'ai reçu le message « Ne mange pas », le jour où j'ai été qualifiée d'instable, le jour où j'ai failli être effacée du monde par une femme qui pensait pouvoir jouer avec la douleur d'autrui. Et j'ai écrit sur le jour où je n'ai plus eu besoin de vengeance, car elle était déjà accomplie. J'ai reçu un message de mon ex-belle-sœur. Elle avait déménagé dans une autre ville avec son nouveau-né. Elle m'a dit qu'elle avait nommé la petite fille Sophie parce que tu m'as montré à quoi ressemble la force sans crier. J'ai pleuré pendant des heures. Il ne s'agissait pas de victoire ou de statut. Il s'agissait de savoir que ma douleur n'avait pas été vaine, que quelqu'un qui avait regardé tout se dérouler comprenait qu'il y avait de la vie après l'abus et de la justice après le silence. Certaines nuits, je me réveille encore en sursaut. Mon corps se souvient de ce que l'on ressent lorsque l'on est piégé dans un endroit hostile. Mais maintenant, je me lève, je respire et je me rappelle « Je suis sortie. Ils ont essayé de me détruire de l'intérieur, mais ils ont été exposés de l'extérieur. La vengeance ne m'a pas transformée en méchante. Elle m'a libérée de la culpabilité. Parce que lorsque nous souffrons en silence, le monde nous dit que nous sommes dramatiques. Lorsque nous élevons la voix, ils nous traitent de fous, mais lorsque nous gagnons, ils n'ont plus rien à dire. Puis, un jour, le téléphone a sonné, numéro privé. Une voix de femme calme a seulement dit « Tu me connais, mais tu ne sais pas ce que je sais. » Avant que je ne puisse répondre, elle a ajouté « Hélène n'a pas fait ça seule. » Et elle a raccroché. Cette phrase « Hélène n'a pas fait ça seule » a résonné dans ma tête pendant des jours. J'ai essayé de me souvenir des voix, des visages, des gens que j'avais manqués en luttant pour ma propre survie. Mais rien n'est venu jusqu'à ce que le reporter m'envoie un email 2 jours plus tard. « Il faut que tu vois ça. » En annexe, il y avait une lettre envoyée au journal par un ancien directeur financier de la fondation pour laquelle Hélène était consultante. L'homme affirmait qu'Hélène n'avait jamais pris de décision seule. Il y avait toujours eu un homme derrière tout, un nom qui n'apparaissait jamais en public, mais qui était répertorié comme le principal donateur de la fondation. Maître Alain Dubois, un avocat à la retraite. Mon estomac s'est noué quand j'ai lu. Dubois était l'avocat de la famille du côté de mon beau-père et, selon ma mère, c'est lui qui avait facilité ma brève hospitalisation. Je ne pouvais pas m'en souvenir. J'ai tout recherché. Son nom est également apparu discrètement dans les 3 autres histoires liées à Hélène. Toujours en arrière-plan, toujours comme donateur, conseiller juridique ou représentant familial. Il n'apparaissait jamais dans les scandales, mais il faisait partie de chaque structure. C'est là que ça a fait tilt. Hélène n'était qu'une pièce. Froide, cruelle, exécutante. Mais quelqu'un la finançait, la protégeait, nettoyait les traces.
Ma vengeance était presque terminée, mais je n'avais pas encore trouvé la source. J'ai apporté son nom au parquet. Le détective a confirmé que Dubois était apparu dans d'anciennes plaintes, mais qu'il était toujours protégé par sa réputation et ses relations. Nous préparons une demande formelle pour briser le secret bancaire et les communications, a-t-il dit. Cela suffira-t-il pour l'arrêter? Ai-je demandé. Peut-être, mais cela lui fera plus mal si ça devient public avant d'être légalement conclu. A-t-il répondu. J'ai souri. Pour la première fois, j'ai senti que cette vengeance n'était plus seulement la mienne. Elle appartenait à tout le système. J'ai rencontré mon avocat, je lui ai dit que je voulais inclure Dubois dans l'action en justice. Il a hésité. Il est puissant et dangereux. Puis il a souri. Mais vous avez fait tomber des gens plus grands que votre propre douleur. Faisons-le. Nous avons commencé à tout rassembler. Les enregistrements, les appels, les traces de compte, les fondations, chaque lien entre Dubois et ma belle-mère, les hospitalisations injustifiées, les héritages truqués. C'était méticuleux et à l'épreuve des balles. En creusant, j'ai trouvé quelque chose qui m'a coupé le souffle. Dubois avait apposé sa signature au bureau des hypothèques pour certifier la version finale de mon contrat de mariage. Il était répertorié comme vérificateur technique, ce qui signifiait qu'il était au courant de la fraude depuis le premier jour. Ce n'était pas une coïncidence. C'était un projet, un plan de manipulation juridique construit avec une précision chirurgicale. Et j'étais tombée dedans, comme les autres. Mais maintenant, j'avais la carte complète et je retournais chaque pièce contre lui. J'ai tout remis au reporter. Il a publié un nouvel article. Le titre, cette fois-ci, était « L'homme derrière Hélène Mercier. Comment un avocat de l'ombre a financé le plus grand plan de manipulation émotionnelle et financière du pays. » Le nom de maître Alain Dubois était au premier plan pour la première fois. Pendant qu'il tentait de bloquer l'article au tribunal, je signais la nouvelle pétition au palais de justice pour l'inclure. Sophie Mercier contre maître Alain Dubois et autres. Cette fois, son nom de famille venait après le mien. Ce soir-là, j'ai reçu une enveloppe. À l'intérieur, une seule feuille, une photo d'Hélène au tribunal, gribouillée au stylo au dos. Tu n'es arrivé que jusque-là parce que je te l'ai permis. Et avec elle est venu un numéro de compte bancaire concernant un virement effectué par Dubois le jour de mon hospitalisation. Ce transfert était la pièce finale du puzzle. L'argent provenait d'un compte au nom d'une société écran. Il avait été envoyé directement à la clinique où j'avais été retenue contre mon gré. Date, 2 jours avant qu'Hélène ne signe la recommandation médicale. Montant, 3 500 €. Objet, accord d'urgence. J'avais été achetée, réduite au silence, par des sédatifs payés avec de l'argent. Et maintenant, le responsable avait un nom, une signature et un numéro d'identification fiscale. Alain Dubois. J'ai remis le document au parquet et j'ai attendu. Je savais qu'à partir de ce moment, le système agirait rapidement, et c'est ce qui s'est passé. Dubois a été convoqué. Il a tenté de se cacher derrière des avocats, mais les preuves étaient d'acier. Il a affirmé qu'il aidait simplement des familles en crise, mais les dons, les liens avec Hélène, les faux contrats, la trace de l'argent, tout remontait directement à lui. Cette fois, personne n'a pu le protéger. Le tribunal a retenu toutes les charges. Dubois a été accusé non seulement dans mon cas, mais dans au moins 6 autres qui avaient fait surface après l'exposition. Certaines des femmes n'avaient même pas réalisé qu'elles étaient des victimes jusqu'à ce qu'elles voient leurs histoires se refléter dans la mienne. Et maintenant, ensemble, nous formions une résistance, silencieuse, déterminée, indestructible. Notre douleur partagée s'est transformée en force, et ma vengeance n'était plus seulement la mienne. Quant à mon ex-beau-père, il ne lui restait pas grand-chose. Mon ex-mari tentait de reconstruire son image avec des vidéos vides et apitoyantes. L'ex-petite amie a disparu. Hélène a été reconnue coupable, interdite de toute pratique médicale et attendait son procès pénal en résidence surveillée. Et moi, je reconstruisais, non pas sur des ruines, mais sur ce que je ne leur permettrais plus jamais de me prendre. Ma voix, ma clarté, ma vérité. J'ai été invitée à une dernière interview, symbolique. 1 an après l'éclatement de l'histoire, le journaliste m'a demandé « Regrettez-vous d'avoir tout déclenché ?» Je n'ai pas hésité. Je regrette d'avoir attendu si longtemps, parce qu'au fond, chaque femme réduite au silence porte une horloge interne qui compte les années où elle a pensé qu'elle était faible
qu'elle était instable, alors qu'en réalité, elle était simplement empoisonnée par le confort d'un autre. Après l'interview, je suis rentrée chez moi, je me suis assise sur ma véranda et j'ai fermé les yeux. Le bruit du vent m'apportait désormais la paix. Je n'avais pas besoin d'applaudissements ni d'admiration. Je voulais que ma vie soit propre, libre, et elle l'était. J'ai reçu un message. Le cas Dubois avait été renvoyé devant une cour fédérale. J'ai souri, car ce n'était plus mon combat. L'État reprenait la guerre qui avait commencé comme un murmure et s'était transformée en un cri silencieux. Aujourd'hui, je vis dans une belle maison enveloppée d'un silence qui ne me menace pas, mais me réconforte. J'ai réappris à manger sans peur, à dormir sans verrouiller la porte 3 fois, à rire fort sans regarder par-dessus mon épaule. Ma vie est entière et heureuse. J'ai de bonnes personnes autour de moi. Un réseau que j'ai construit moi-même. Et l'amour est arrivé quand je m'y attendais le moins. J'ai rencontré quelqu'un de gentil, dont la voix ne s'élève jamais, mais qui m'entend toujours parfaitement. Quelqu'un qui ne m'a pas sauvée, car je l'avais déjà fait, mais qui s'est présenté pour marcher à mes côtés, pas pour me contrôler. Il connaît mon histoire, chaque page, chaque douleur. Et pourtant, ou peut-être à cause de cela, il m'aime avec douceur. Nous plantons des fleurs dans le jardin et faisons grandir un morceau qui se sentait autrefois comme de la fiction. Si vous avez aimé cette histoire, likez et abonnez-vous dès maintenant. Cliquez sur la vidéo à gauche et regardez la prochaine histoire.